Un homme dont le nom a fait les gros titres dans le monde entier. Je m'appelle Rodrigue Tissot, mais tout le monde m'appelle Rod, j'ai 45 ans et il y a 6 mois, j'étais quelqu'un d'important, je dirigeais des projets de construction de plusieurs millions d'euros, j'imposais le respect sur les chantiers et des chefs de chantier 2 fois plus âgés que moi me demandaient conseil. Aujourd'hui, je suis à genoux en train de récurer les toilettes d'inconnus en me demandant comment je suis devenu invisible aux yeux des gens que j'appelais ma famille. Vous devez comprendre quelque chose à propos de François Beaulieu, l'homme que j'ai appelé papa pendant 42 ans. François a bâti le groupe Beaulieu Construction à partir de rien, il a commencé avec une vieille camionnette et une caisse à outils en 1978 et au moment de sa mort l'année dernière, sa fortune s'élevait à 80 millions d'euros. Il a épousé ma mère, Louise, quand j'avais 3 ans, juste après la mort présumée de mon père biologique dans un accident d'usine. François m'a élevé, m'a tout appris sur la construction, sur les affaires, sur ce qu'il appelait gagner sa place dans ce monde, alors que ses fils biologiques, mes demi-frères Thierry et Michel, n'ont jamais rien eu à gagner. Thierry a 47 ans maintenant, 2 ans de plus que moi, avec des mains douces qui n'ont jamais tenu un marteau et une addiction à la cocaïne dont il pense que personne n'est au courant. Michel a 44 ans, 1 an de moins que moi, et sa plus grande réussite est d'avoir craché 3 Ferrari avant son 30e anniversaire. Pendant que j'apprenais à lire des plans d'architecte à 16 ans, ils apprenaient à lire des étiquettes de grands crus au club de golf privé, mais voilà ce qui me tue, je croyais que nous étions une famille. Chaque dimanche midi, chaque matin de Noël, chaque étape importante de l'entreprise, j'étais là. Quand François a fait sa première crise cardiaque il y a 5 ans, c'est moi qui ai dormi sur ce fauteuil d'hôpital pendant 2 semaines. Quand l'entreprise a failli couler pendant la crise financière de 2008, c'est moi qui ai travaillé 20 heures par jour pour nous maintenir à flot, qui ai convaincu nos créanciers de nous donner plus de temps, qui ai décroché le contrat gouvernemental qui a tout sauvé. Rod, tu es le fils que j'ai toujours voulu, m'a dit François ce soir-là après avoir signé les papiers qui sauvaient l'entreprise. Nous étions assis dans son bureau à partager une bouteille de whisky qui coûtait plus cher que le crédit immobilier de la plupart des gens. Le sang ne fait pas la famille, c'est la loyauté qui compte. Je l'ai cru, sincèrement, c'est la partie qui me fait me sentir stupide maintenant, je l'ai cru jusqu'à ce que le notaire lise son testament et que mon nom n'y figure pas une seule fois, nulle part. Thierry et Michel se sont tout partagé, l'entreprise, l'argent, les propriétés, même la collection de montres de François qui comprenait la Rolex que je l'avais aidé à choisir pour ses 60 ans. Le bureau du notaire ce jour-là était suffocant, avec ses boiseries en acajou et ses fauteuils en cuir qui grinçaient au moindre mouvement, et mes demi-frères qui souriaient en coin comme s'ils avaient gagné un jeu auquel je ne savais même pas que nous jouions. Tu n'es pas vraiment de la famille, Rod, avait dit Thierry sans même faire semblant d'être désolé, tu ne l'as jamais été, papa était juste trop faible pour te le dire. Vous voulez savoir ce que rapporte 25 ans de réveil à 5 heures du matin? Ce que rapporte le fait de couler du béton par 40 degrés? De négocier avec les délégués syndicaux? De rater sa propre vie pour construire le rêve de quelqu'un d'autre? Rien, moins que rien, parce qu'au moins si j'avais été un étranger, je n'aurais pas ce trou dans la poitrine là où se trouvait ma famille. Ma mère, Louise, est décédée il y a 10 ans d'un cancer des ovaires, elle est partie vite, ce qui était une bénédiction, mais cela signifie que je n'ai jamais pu lui poser les questions qui m'empêchent de dormir aujourd'hui, des questions sur mon vrai père, sur pourquoi elle a menti, si elle savait ce que François me ferait à la fin. Mais parfois, la vie a une drôle de façon de répondre à vos questions quand vous ne les posez même plus, parfois la vérité est assise dans un garde-meuble en banlieue, attendant dans un carton qui sent le moisi et les promesses non tenues. Parfois, toute votre vie est un mensonge et la seule façon de découvrir qui vous êtes vraiment est de perdre tout ce que vous pensiez être d'abord. Le jour où j'ai trouvé cet acte de naissance, le jour où j'ai vu le nom Dimitri Alexei Volkov là où Jacques Tissot aurait dû être, c'est le jour où j'ai appris que mes demi-frères avaient tort sur un point, je n'étais pas rien, je n'ai jamais été rien, j'étais juste caché. Je suis en train de frotter le carrelage de la salle de bain d'une villa bourgeoise quand mon téléphone vibre pour une annulation client. Madame Perrault n'a finalement pas besoin de moi ce jeudi, c'est 150 € qui s'envolent et j'ai besoin de chaque euro. À 45 ans, c'est ma vie maintenant, les mains dans la saleté des autres, la peau à vif à cause de l'eau de Javel, le dos en compote à cause des années de travail manuel qui signifiaient autrefois plus que de la simple survie. Il y a 6 mois, je dirigeais le développement de la place de la République, un projet de 50 millions d'euros qui allait remodeler le centre-ville. J'avais un bureau d'angle au 15e étage de la tour Beaulieu, une secrétaire nommée Denise qui m'apportait mon café exactement comme je l'aimais et une place de parking à mon nom, directeur de projet senior disait la plaque sur ma porte. François l'avait fait faire spécialement pour moi après que j'ai décroché le contrat d'extension de l'hôpital universitaire. Rod, tu es le cœur de cette entreprise, disait François,
sa main lourde sur mon épaule lors des réunions d'entreprise, mes garçons ont peut-être mon sang, mais toi tu as mon éthique de travail, il disait ça comme un compliment. Maintenant je réalise que c'était juste sa façon de justifier pourquoi je me tuais à la tâche pendant que Thierry et Michel encaissaient des chèques pour des titres qui ne voulaient rien dire, vice-président du développement, directeur exécutif des opérations, des mots chics pour se pointer ivre aux inaugurations et s'attribuer le mérite de mon travail. François Beaulieu m'a élevé depuis mes 3 ans, ma mère, Louise, l'a épousé à l'été 1982, à peine 8 mois après la mort supposée de mon père. Elle travaillait comme comptable chez un fournisseur de matériaux de construction quand ils se sont rencontrés. François racontait toujours l'histoire de la même façon, je suis entré pour contester une facture, je suis ressorti avec un rendez-vous galant et 3 mois plus tard, j'avais une famille toute prête. Il ne m'a jamais adopté officiellement, il disait que c'était par respect pour mon défunt père, Jacques Tissot, qui serait mort dans un accident d'usine quand une chaudière a explosé. Un homme doit porter le nom de son père, disait François, même si un autre homme l'élève. J'ai gobé cette explication comme j'ai gobé tout ce que François m'a vendu. La vérité, c'est que François était le seul père que je connaissais, il m'a appris à lire des plans avant que je sache lire des livres correctement, je passais mes étés sur les chantiers pendant que les autres enfants allaient en colonie de vacances. À 16 ans, je savais monter une charpente, faire l'électricité et amadouer les inspecteurs du bâtiment mieux que des chefs de chantier 2 fois plus âgés que moi. Tu apprends ce que Thierry et Michel n'apprendront jamais, m'a dit François un après-midi de juillet. Nous étions debout sur le squelette de ce qui allait devenir un centre médical, regardant le coucher de soleil à travers les poutres en acier, tu apprends que rien ne se construit sans se salir les mains. Thierry était en école de commerce à Paris à l'époque, soi-disant pour étudier le business mais surtout pour étudier le fond des bouteilles de champagne. Michel était en 3e année de communication, ce que les enfants de riches étudient quand ils n'ont pas besoin de travailler. Il rentrait pour les vacances, bronzé et mou, se moquant de mes mains calleuses et de ma façon de dire acier de renforcement au lieu de ferraillage parce que François m'avait appris à utiliser la terminologie technique. Au moins, nous sommes des fils légitimes, a dit Thierry un Noël où il était particulièrement ivre, n'est-ce pas Michel? Nous ne sommes pas des cas sociaux. François a entendu ça, il n'a rien dit, il a juste rempli son verre de whisky et a changé de sujet pour parler des nouveaux contrats sur lesquels nous allions enchérir. J'aurais dû savoir à ce moment-là, le silence disait tout, mais j'étais aveugle parce que je voulais appartenir à cette famille. Chaque projet réussi, chaque crise résolue, chaque journée de 16 heures que je faisais, je pensais que je gagnais ma place à cette table. Quand l'économie s'est effondrée en 2008 et que nous perdions de l'argent à vue d'œil, c'est moi qui ai trouvé une issue, négocié des échelonnements de paiement avec les fournisseurs, convaincu la banque d'étendre notre ligne de crédit, décroché 3 contrats publics qui ont permis à 200 hommes de garder leur emploi. François m'a serré dans ses bras quand nous avons signé ces contrats. Il m'a vraiment serré dans ses bras, les larmes aux yeux, tu nous as sauvés fiston, tu as sauvé tout ce que j'ai construit, fiston. Il m'a appelé fiston. Le cancer est apparu dans ses poumons d'abord, puis s'est propagé partout ailleurs comme pour rattraper le temps perdu, 3 mois entre le diagnostic et la mort. Je gérais l'entreprise le jour et je restais assis avec lui chaque nuit, le regardant rétrécir dans son lit d'hôpital, regardant la morphine voler l'homme qui m'avait appris tout ce que je pensais savoir sur la loyauté. Prends soin de l'entreprise, a-t-il chuchoté 2 jours avant de mourir, tu es le seul à comprendre ce que ça signifie. Je pensais que c'était sa façon de me dire que j'en hériterais, j'avais tort. Le matin où je nettoie cette salle de bain, grattant les résidus de savon sur des carreaux de designer qui coûtent plus que ce que je gagne en une semaine, je réalise que François m'a tout appris sur la construction mais rien sur la protection de ce qu'on construit, il m'a appris à travailler, il ne m'a pas appris à compter. Le cancer a emporté François rapidement. 3 mois du diagnostic aux funérailles, les médecins ont dit que c'était agressif mais ça ne rendait pas justice à la façon dont la maladie l'a dévoré. Un jour il criait sur les fournisseurs au téléphone, le lendemain il pouvait à peine lever la tête de l'oreiller, j'étais là chaque jour, jonglant avec l'entreprise pendant les heures de bureau et veillant à son chevet chaque nuit. Assure-toi que le projet Porte Nord reste dans les temps, râlait-il entre 2 doses de morphine, surveille les coulées de béton toi-même, Thierry ne saura pas s'il nous arnaque sur le mélange. Même mourant, François savait que ses fils biologiques n'étaient pas capables de gérer un stand de hot-dog, et encore moins un empire du bâtiment. Thierry a visité 2 fois pendant ces 3 mois, la première fois il est resté 10 minutes et a posé des questions sur les liquidités de l'entreprise, la deuxième fois il a apporté des papiers à signer pour François, une histoire de procuration. Michel est venu une fois pour une photo Instagram, la postant avec des hashtags sur la famille et l'amour alors que François était à peine conscient, il est resté assez longtemps pour voir les likes arriver, puis a disparu pour une dégustation de vin en Bourgogne. Où sont mes garçons? Demandait François un soir,
ses yeux cherchant l'embrasure de la porte vide. Ils viendront demain, ai-je menti en ajustant sa couverture. Thierry s'occupe des permis pour le centre-ville et Michel est en réunion avec les avocats. François a hoché la tête comme s'il me croyait, mais nous savions tous les deux la vérité, ils étaient probablement au club privé en train de planifier comment dépenser leur héritage. Les funérailles étaient une mise en scène, Thierry et Michel au premier rang, portant des costumes de créateurs et affichant un chagrin répété devant le miroir, ils ont fait des discours sur leur père bien-aimé, sur la poursuite de son héritage, sur les valeurs familiales. J'étais assis au troisième rang derrière les partenaires de golf et les associés de François, les callosités sur mes mains étant la seule preuve que j'avais un jour participé à la construction de ce qu'il revendiquait maintenant. La lecture du testament était prévue le lundi suivant à 9h précise chez Maître Perrault et associés. Le cabinet d'avocats occupait le dernier étage d'un immeuble que François et moi avions construit 10 ans plus tôt. Je connaissais chaque poutre de cette structure, chaque jointure, chaque endroit que nous avions dû renforcer quand les rapports de sol étaient revenus pire que prévu. Je portais mon meilleur costume, le gris anthracite que François m'avait acheté quand j'avais décroché le projet de la place de la République. « Tu ressembles à un grand patron », avait-il dit en ajustant ma cravate, « mon fils, le patron ». Le bureau du notaire sentait le vieux cuir et le polish au citron. Thierry et Michel étaient déjà là, affalés dans des fauteuils à oreilles comme s'ils possédaient les lieux, ce que j'allais bientôt apprendre être le cas. « Pouvons-nous commencer ?» a demandé Maître Perrault, sa voix prudente et mesurée comme s'il désamorçait une bombe. Le testament faisait 23 pages, François avait pensé à tout, des dons caritatifs à l'hôpital pour enfants, sa collection de voitures au musée de l'automobile, ses clubs de golf à son pote Henri, même son chien Max avait des dispositions, allant à sa voisine Madame Chen avec un fonds pour ses soins. À mes fils bien-aimés, Thierry et Michel Beaulieu, je lègue l'intégralité du groupe Beaulieu Construction, tous les actifs associés, les biens immobiliers et la somme de 80 millions d'euros à partager équitablement entre eux. Les mots flottaient dans l'air comme la poussière après une démolition, j'ai attendu, sûrement il y avait plus, sûrement mon nom apparaîtrait dans le paragraphe suivant, la page suivante, quelque part. Perrault a continué à lire, plus d'œuvres caritatives, la collection de montres de François à un musée, ses livres à la bibliothèque, rien avec mon nom dessus. Excusez-moi, ai-je finalement dit, ma voix sonnant étrange et creuse, il doit y avoir une erreur, et moi ? Hérode ? Thierry a ri, il a vraiment rejeté sa tête en arrière et a ri comme si j'avais raconté la meilleure blague qu'il ait jamais entendue. Tu n'es pas de la vraie famille Rod, jamais été, papa était juste trop faible pour te le dire. Mais j'ai construit la moitié de cette entreprise, ai-je dit en me levant, mes mains à plat sur le bureau en acajou de Perrault, la place de la République, le développement Porte-Nord, l'extension de l'hôpital, j'ai sauvé l'entreprise en 2008, François disait que j'étais le cœur de Beaulieu Construction. En tant qu'employé, a interrompu Michel en examinant ses ongles manucurés avec un ennui fin, un employé bien payé, vérifie ta dernière fiche de paie si tu veux tes indemnités. Indemnité, le mot est sorti comme un croassement, j'ai travaillé ici pendant 25 ans, j'ai saigné pour cette entreprise. Et tu as été rémunéré pour ton temps, a dit Thierry en sortant déjà son téléphone, vérifiant probablement le cours de la bourse ou envoyant un texto à son dealer, au prix du marché, en fait papa tenait d'excellents registres, tu ne peux pas prétendre qu'on te doit quoi que ce soit de plus. Perrault ne pouvait pas croiser mon regard, il a brassé des papiers, cliqué sur son stylo à plusieurs reprises, s'est raclé la gorge, je suis désolé monsieur Tissot, il n'y a aucune disposition pour vous dans le testament, votre dernier chèque de paie inclura les congés payés accumulés et l'indemnité légale de licenciement selon la politique de l'entreprise. 2 semaines, 2 semaines. 25 ans compressés en 2 semaines de salaire. J'ai regardé la photo encadrée sur le bureau de Perrault, François et lui à un tournoi de golf caritatif, tous les deux souriants, tous les deux tenant des cocktails. Le saviez-vous, ai-je demandé à Perrault, quand François faisait ce testament, l'avez-vous conseillé ? Je ne peux pas discuter de mes conversations avec les clients, a-t-il dit, mais son visage me disait tout, il savait, François savait, tout le monde savait sauf moi. Recommencer à 0 à 45 ans n'est pas seulement humiliant, c'est brutal. Pas de diplôme universitaire parce que François disait que l'expérience valait mieux que l'éducation, pourquoi perdre 4 ans dans une salle de classe quand tu peux apprendre de moi, avait-il dit quand j'avais 18 ans, pas d'économie parce que je réinvestissais tout dans l'entreprise en achetant des parts qui se sont avérées être du papier sans valeur, croyant que je construisais mon avenir. Ma réputation dans la construction ne signifiait rien sans le nom Beaulieu derrière elle, j'ai postulé dans toutes les entreprises de construction dans un rayon de 100 km. Les réponses étaient toutes des variations du même thème, nous cherchons quelqu'un avec une certification de gestion de projet plus récente ou « Votre expérience est impressionnante mais nous avons besoin de quelqu'un qui correspond à la
Dynamique actuelle de notre équipe. Traduction, Thierry et Michel avaient empoisonné le puits, les nouvelles vont vite dans les cercles du bâtiment et le mot était que Rod Tissot avait été viré pour une bonne raison. Mes économies ont fondu en 2 mois, l'appartement que je louais en pensant que c'était temporaire est devenu ma réalité permanente, j'ai vendu ma camionnette, mes outils, même la montre en or que François m'avait donnée pour mes 40 ans, le propriétaire du Mont-de-Piété m'en a offert 300 €. C'est gravé, a-t-il dit en haussant les épaules, comme si le message de François à Rod, mon fils, de toutes les manières qui comptent diminuer sa valeur. J'ai lancé le service nettoyage express avec un seau, une serpillière et le peu de fierté que je pouvais sauver. Ma première cliente était Agnès Meunier, la mère de mon ancienne secrétaire Denise. Oh Rod, avait-elle dit en ouvrant sa porte, ses yeux pleins de ce genre de pitié qui vous donne envie de disparaître, comme les puissants sont tombés, mais bravo mon cher de ne pas être trop fier pour travailler. 8 mois après le début de ma nouvelle vie, j'avais accumulé assez de clients pour manger régulièrement et payer mon loyer, mes journées commençaient à 4 heures du matin et finissaient à 22 heures, immeuble de bureau avant l'aube, maison privée la journée, espaces commerciaux la nuit. Mes genoux étaient foutus, mes mains sentaient l'eau de Javel en permanence et je développais une toux chronique à cause de tous les produits chimiques, c'était ma vie maintenant et je faisais la paix avec ça. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a tout changé, Monsieur Tissot, ici le garde-meuble de la gare, nous avons un box enregistré au nom de Louise Tissot depuis 1982 qui est signalé pour vente aux enchères pour non-paiement, vous êtes listé comme contact d'urgence, souhaitez-vous récupérer le contenu avant que nous procédions? Ma mère était morte depuis 10 ans, je ne savais même pas qu'elle avait un box de stockage, les frais pour empêcher la vente étaient de 400 €, de l'argent que je n'avais pas vraiment, mais quelque chose m'a poussé à payer quand même, peut-être la curiosité, peut-être juste l'envie de m'accrocher à quelque chose qui me reliait à elle, à une époque avant que tout ne tourne mal. Le box était petit, le numéro 510, rempli de cartons qui sentaient la naphtaline et le temps oublié, sa robe de mariée de son mariage avec François était sur le dessus, soigneusement enveloppée dans du plastique qui avait jauni avec l'âge, en dessous il y avait des albums photos, des cartons de mes vêtements de bébé, sa boîte à bijoux avec les perles fantaisie qu'elle portait à la messe chaque dimanche. J'ai failli rater la boîte d'archives, elle était poussée dans le coin du fond, tachée par l'eau et maintenue par du ruban adhésif qui tenait plus par espoir que par adhérence. À l'intérieur, il y avait des déclarations d'impôts du début des années 80, des cartes d'anniversaire qu'elle avait gardées et une enveloppe Kraft marquée et documents importants de son écriture soignée. Mon acte de naissance était tout au fond, le sceau officiel en relief encore visible malgré les années, je ne l'avais jamais vu auparavant, François avait toujours géré toute la paperasse dont j'avais besoin, de mon permis de conduire à ma demande de passeport. Nom, Rodrigue Jacques Tissot, mère, Louise-Marie Tissot, père, Dimitri Alexei Volkov. Je l'ai lu 3 fois. Dimitri Alexei Volkov, pas Jacques Tissot l'ouvrier d'usine qui serait mort quand une chaudière a explosé. Un certain Dimitri Alexei Volkov était mon père, mes mains tremblaient alors que j'étais assis dans ma camionnette devant le garde-meuble, tapant le nom sur mon téléphone avec des doigts qui ne voulaient pas coopérer. Le moteur de recherche a complété automatiquement après seulement quelques lettres, comme si ce nom comptait, comme si c'était quelque chose que les gens cherchaient. La page Wikipédia s'est chargée lentement sur mon écran fissuré, la première ligne m'a fait me garer correctement de peur d'avoir un accident, Dimitri Alexei Volkov, 1952 à 1981, homme d'affaires russo-français et héritier de la dynastie minière Volkov. En dessous, il y avait une photo en noir et blanc de ce qui ressemblait à un événement officiel, l'homme sur la photo aurait pu être moi il y a 20 ans, même mâchoire, mêmes yeux enfoncés, le même nez dont François plaisantait toujours en disant qu'il ne ressemblait à personne d'autre dans la famille. J'ai continué à lire, chaque phrase réécrivant toute mon histoire, mon père n'était pas un ouvrier d'usine, c'était l'héritier d'une fortune minière qui s'étendait de la Sibérie au Canada, il n'était pas mort dans un accident industriel, il avait disparu lors d'une enquête fédérale laissant derrière lui un domaine valant des milliards et un fils dont personne ne connaissait l'existence. Ma mère n'avait pas épousé François par amour, elle l'avait épousé pour se protéger, créant une nouvelle identité pour nous deux, enterrant la vérité sous des décennies de mensonges et de déjeuners dominicaux. Chaque histoire sur Jacques Tissot, chaque larme qu'elle avait versée à l'anniversaire de sa mort supposée, chaque fois qu'elle m'avait dit que j'avais son éthique de travail, tout n'était que fiction. L'article Wikipédia remplissait l'écran de mon téléphone, chaque paragraphe plus surréaliste que le dernier, j'étais toujours assis dans ma camionnette devant le garde-meuble, moteur tournant, chauffage à fond contre le froid de novembre, lisant sur un père que je n'avais jamais connu. Dimitri Alexei Volkov contrôlait environ 40% des exportations d'uranium de l'époque soviétique vers l'Ouest via des sociétés écrans basées en Suisse et au Canada. Ces entreprises légitimes incluaient les industries Volkov qui exploitaient des mines de cuivre et d'argent.
Au moment de sa disparition en 1981, sa fortune nette était estimée à 2,8 milliards de dollars. L'article continuait avec des détails sur les enquêtes fédérales, des liens présumés avec le blanchiment d'argent et sa disparition mystérieuse quelques jours avant qu'il ne doive témoigner devant un grand jury. Mais une section m'a fait lâcher mon téléphone, la succession Volkov reste sous tutelle judiciaire dans l'attente de la localisation d'un héritier légitime. Un dossier judiciaire scellé de 1979 indique un enfant survivant d'une relation avec Louise-Marie Tissot. L'identité de l'enfant a été protégée par les protocoles de protection des témoins. Valeur estimée actuelle de la succession avec intérêt, investissement et droits miniers, 4,7 milliards d'euros. 4,7 milliards. Les chiffres ne semblaient même pas réels. J'ai ramassé mon téléphone sur le tapis de sol et j'ai appelé le numéro indiqué pour le cabinet d'avocats gérant la succession, Hérault et Associés à Paris. Hérault et Associés, comment puis-je diriger votre appel? J'ai besoin de parler à quelqu'un de la succession de Dimitri Volkov, ai-je dit, ma voix fonctionnant à peine. Le silence à l'autre bout a duré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Monsieur, puis-je avoir votre nom? Rodrigue Tissot, je crois que je suis son fils. Veuillez patienter. La musique d'attente était du classique, quelque chose avec des violons qui semblaient trop élégants pour une conversation sur le point de bouleverser tout mon monde. En 30 secondes, une voix d'homme est arrivée sur la ligne, Monsieur Tissot, ici Maître Jean Hérault, nous attendons votre appel depuis 35 ans. Les 6 heures suivantes ont donné l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, Hérault a fait envoyer un jet privé pour me récupérer. Le soir même, j'étais dans une salle de conférence avec vue sur la tour Eiffel, entouré d'avocats et d'enquêteurs qui cherchaient l'héritier de Dimitri Volkov depuis avant que je sache marcher. Votre mère était brillante, a expliqué l'agent Sarah Corbin d'Interpol en faisant glisser un dossier épais sur la table, elle nous a contactés après la disparition de votre père, terrifiée que ses associés s'en prennent à vous. Nous l'avons placé sous protection, créé l'identité de Jacques Tissot comme votre père fictif décédé et l'avons aidé à s'installer. Mais elle a épousé François Beaulieu, ai-je dit, essayant encore d'assembler les pièces. C'était son idée, a hoché Corbin, elle a dit qu'épouser un petit entrepreneur en bâtiment fournirait la couverture parfaite, qui chercherait l'héritier d'un milliardaire dans une famille de la classe moyenne? Elle était censée vous dire la vérité à vos 25 ans, mais à ce moment-là François Beaulieu était devenu plus prospère que prévu, elle avait peur de ce qu'il pourrait faire s'il savait. Le test ADN était une formalité, mon visage était pratiquement une copie conforme de celui de Dimitri, les analyses de sang sont revenues avec une correspondance de 99,99% en 2 heures. Les avocats s'étaient préparés à ce moment depuis des décennies, chaque document prêt, chaque formulaire pré-rempli, attendant juste ma signature. L'État a géré la succession de manière conservatrice, a expliqué Hérault en affichant des tableurs qui me donnaient le tournis, les opérations minières génèrent à elles seules environ 200 millions par an, le capital investi a connu une croissance exponentielle, il y a des propriétés dans 12 pays, une participation dans 3 grandes banques et des droits miniers. Ça ne peut pas être réel, je n'arrêtais pas de dire, mais les preuves étaient accablantes, photos de mon père à des dîners d'État, documents montrant des réunions secrètes, dossiers sur les menaces qui ont fait fuir ma mère. Votre mère a tout abandonné pour vous garder en sécurité, a dit Corbin en me montrant des lettres que ma mère avait écrites aux autorités au fil des ans, prenant des nouvelles, s'assurant que la voie était libre. Elle aurait pu réclamer cette fortune à tout moment en révélant votre identité, mais elle a choisi de récurer des toilettes et d'épouser un homme qu'elle n'aimait pas pour vous protéger. Le dernier document était une lettre de mon père écrite la veille de sa disparition, elle était adressée à son enfant à naître, il savait que ma mère était enceinte quand il a disparu. Mon cher enfant, lisait-on dans un français soigné, si tu lis ceci, alors le monde est enfin devenu assez sûr pour que tu saches qui tu es. J'ai fait beaucoup d'erreurs, fais confiance aux mauvaises personnes, mais tu n'en fais pas partie. Tu es ma plus grande réussite, même si je ne te rencontrerai jamais. L'argent n'est que des chiffres, le pouvoir n'est qu'une illusion, mais toi, tu es réel. Vis la vie que je n'ai pas pu avoir, sois la personne que j'ai échoué à être. Ton père aimant, Dimitri. J'ai signé les papiers à minuit, réclamant officiellement mon héritage, 4,7 milliards d'euros transférés sur des comptes à mon nom. Le gamin à qui on avait dit qu'il n'était rien, qui nettoyait des toilettes ce matin-là, était maintenant l'un des hommes les plus riches de France. L'ironie ne m'échappe pas, Thierry et Michel se sont partagés 80 millions d'euros, la Caisse des dépôts a transféré 4,7 milliards sur mes nouveaux comptes. Mais assis dans cette chambre d'hôtel parisienne à 2 heures du matin, fixant des relevés bancaires qui ressemblaient à des numéros de téléphone, je ne me sentais pas victorieux, je me sentais vide.
L'argent ne ramenait pas les 25 ans que j'avais gaspillés à croire que je construisais un héritage familial, il n'effaçait pas l'image de François mourant sans jamais me dire la vérité, il n'expliquait pas pourquoi ma mère a choisi de vivre un mensonge plutôt que de réclamer ce qui nous revenait de droit, mais il m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu avant, le pouvoir d'écrire ma propre histoire. Mon premier appel a été pour mon avocat. MON avocat, pas celui de l'entreprise, pas celui de François, le mien. Je veux racheter le groupe Beaulieu Construction, ai-je dit. Monsieur, avec vos ressources, vous pourriez acheter 10 entreprises de cette taille. Je ne veux pas 10 entreprises, je veux celles que j'ai construites. L'acquisition a pris 3 semaines. Thierry et Michel avaient déjà brûlé 8 millions chacun en voiture, cocaïne et investissements ratés dans les crypto-monnaies. Quand mon offre est arrivée, 50 millions cash, non négociables, ils ont sauté dessus comme des hommes qui se noient attrapent une bouée de sauvetage. Le jour où je suis retourné dans l'immeuble Beaulieu, Denise, mon ancienne secrétaire, a laissé tomber sa tasse de café. Monsieur Tissot, mais comment? Longue histoire, ai-je dit en me dirigeant vers ce qui était le bureau de François, mais je suis de retour. J'ai gardé le nom Beaulieu sur le bâtiment, sur les camions, surtout, pas par respect pour François mais parce que j'avais gagné ce nom avec ma sueur, mon sang, mes week-ends et mes vacances sacrifiées, c'était le mien autant que ça avait été le sien. En un mois, Thierry et Michel avaient flambé le reste de leur argent, ils se sont pointés à mon bureau, l'ancien bureau de François, portant les mêmes costumes de marque que lors de la lecture du testament, maintenant froissés et tachés. Rod, mon pote, a commencé Thierry, ce faux sourire plaqué sur le visage, la famille est de la famille, pas vrai? Je me suis penché en arrière dans le vieux fauteuil de François, le cuir grinçant de la même façon que lorsqu'il m'avait dit que je n'étais pas vraiment son fils. Tu avais raison Thierry, je ne suis pas de la famille, jamais été, tes mots, tu te souviens? Allez, c'était juste le chagrin qui parlait, a essayé Michel, ses mains tremblant légèrement, manque ou nervosité, je ne pouvais pas dire, papa voudrait que tu nous aides. Ton papa, ai-je corrigé, vous a laissé 80 millions, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne pouvait pas répondre, Thierry fixait ses chaussures, Michel triturait ses cuticules. C'étaient les hommes qui s'étaient moqués de mes mains calleuses, qui m'avaient traité de cas social, qui m'avaient dit que je n'étais rien. Je vais vous donner du travail, ai-je dit finalement. Ils ont tous les deux levé la tête, l'espoir vacillant dans leurs yeux. Niveau débutant, vous commencerez comme assistant de chantier, comme je l'ai fait à 16 ans, SMIC plus commission si vous apportez des contrats, vous rendrez compte à Miguel, mon nouveau chef de chantier, il ne parle pas beaucoup français donc vous devrez apprendre l'espagnol ou le portugais. Tu plaisantes, a dit Thierry. Je vous offre la même opportunité que François m'a donnée de gagner votre place, c'est à prendre ou à laisser. Ils l'ont prise, quel choix avait-il? Ils se pointent tous les jours maintenant, main douce rencontrant enfin le travail dur. Miguel m'envoie des photos parfois, Thierry portant du bois, Michel apprenant à lire des plans, ils sont nuls à ça mais ils essaient, c'est plus qu'ils n'ont jamais fait quand ils avaient des millions. J'utilise ma fortune différemment de mon père, différemment de François. La première chose que j'ai construite, ce sont des logements abordables pour les ouvriers du bâtiment, les hommes qui créent réellement les horizons des villes mais ne peuvent pas se permettre de vivre dans l'ombre de ce qu'ils construisent. Le complexe a une crèche, une clinique médicale et un centre communautaire où les gamins peuvent apprendre des métiers manuels si les grandes écoles ne sont pas leur voie. Dans le tiroir de mon bureau, je garde 2 photos, l'une est de François et moi sur mon premier chantier, tous les deux couverts de sueur et souriants, malgré tout il m'a quand même appris la valeur du travail acharné. L'autre est de Dimitri Volkov, le père que je n'ai jamais connu, dont l'absence a façonné toute ma vie d'une manière que je découvre encore. Le box de stockage de ma mère est maintenant un petit musée dans ma maison, ses photos, ses lettres, ses mensonges soigneusement construits qui m'ont gardé en sécurité, je garde tout. Elle a renoncé à des milliards pour me protéger des hommes dangereux qui voulaient la fortune de mon père, elle a récuré des sols et vécu avec un homme qu'elle n'aimait pas pour que je puisse grandir normal, en sécurité, invisible. C'est ça l'amour, le vrai amour, le genre qui n'a pas besoin de sang ou d'argent pour faire ses preuves. Parfois, la famille que l'on perd nous montre qui on est vraiment, parfois s'entendre dire qu'on n'est rien nous fait réaliser qu'on a toujours été quelque chose de plus, et parfois la vérité enterrée dans un garde-meuble vaut plus que n'importe quel héritage, parce que ça ne change pas juste votre compte en banque, ça change toute votre compréhension de qui vous êtes, d'où vous venez et de ce que vous êtes capable de devenir. Si vous avez aimé cette histoire, merci de liker cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par les autres. Laissez un commentaire ci-dessous à propos d'un moment où vous avez découvert votre propre valeur après que quelqu'un a essayé de la diminuer,
Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires puissantes de rédemption, de révélation et sur la vérité de ce qui fait vraiment une famille. Merci d'avoir regardé.